Vous signalez qu'il est tout à fait permis, recommandé que vous posiez des questions qui vous intéressent. Ça reste une journée professionnelle, donc vous avez certainement un intérêt particulier à nous rejoindre aujourd'hui. Donc on va ménager bien évidemment un temps pour les questions. Il faudra juste attendre pour une histoire de captation et de niveau sonore que le micro vous soit apporté et que vous le teniez comme je le fais moi, c'est-à-dire au niveau du menton. Voilà, ce qui permet un volume sonore à peu près correct et minimise les larcènes. Voilà. Ça non, ça c'est pour The Voice, mais ça c'est pour nous. Voilà. La référence de The Voice marche pas si bien que ça finalement. Est-ce que vous êtes très vieux en fait ou vous n'êtes plus dans la cible? Je ne sais pas. En tout cas, merci d'être là. Merci à Pierre qui est là, l'entrée et qui officie remarquablement. Il y a encore du monde ou pas? Où on y va? Bon. Donc nous allons essayer en 1 heure, et évidemment c'est un aveu d'échec puisqu'il va nous manquer du temps, de parcourir ce sujet passionnant qui est l'adaptation de la fiction, mais maintenant aussi de la non-fiction, mais peut-être par le passage aussi de la case littéraire. Et moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément justement. Comment est-ce qu'on adapte des histoires vraies, des faits divers pour la plupart, mais pas que, à travers effectivement un premier passage par la littérature, par la fictionnalisation ou au contraire par le récit journalistique. Ça intéresse de plus en plus les chaînes, les diffuseurs, que ce soit les plateformes, mais également les chaînes premium. Pourquoi ce phénomène? Il y a d'autres phénomènes littéraires qui intéressent évidemment les producteurs. Est-ce que la série est le bon format, justement, pour développer ces histoires-là, aller dans les détails? Et pour répondre à ces nombreuses questions, et je pense que vous en aurez évidemment beaucoup plus, eh bien, j'ai le plaisir, on va commencer par le seul garçon, puisque c'est la minorité visible, entre guillemets. Claude de Saint-Vincent, bonjour. Vous êtes éditeur, alors j'ai quand même pris des petites notes pour n'oublier personne, directeur général du groupe Média Participation, oui, au sein duquel on trouve Dargaud, Dupuis, Fleurus, Le Seuil, La Martinière, j'en oublie plein, mais on ne va pas avoir le temps de tous, évidemment, les citer. Membre du bureau de la SELF depuis 15 ans, vous l'avez dirigé en 2009-2010. Oui. Oui, et je crois que je n'ai presque rien oublié. Et vous avez été le premier président du groupe Bande dessinée du syndicat national de l'édition. Et dans notre groupe, nous sommes également producteurs de dessins animés, ce qui nous rend plus aptes à négocier avec les producteurs parce qu'on comprend aussi leurs problèmes. Très bien. Juste à côté de moi, pardon. Patricia Tourangeau. Bonjour Patricia. Ravie de vous... Alors vous, c'est autrice, journaliste, réalisatrice, comme ça au moins. Oui, c'est un petit peu tout terrain, j'allais dire. Vous avez été journaliste spécialisée dans les faits divers pendant 29 ans, mais vous ne les faites pas à Libération. Vous avez commencé à quel âge? Stagiaire en 3e, c'est pas possible. Trop gentil. Et alors, on connaît votre travail pour pas mal de choses. Récemment, sur Canal+, ça a été diffusé Le Magot. Ouais. Le gang des postiches rencontre Michel Fourniret. Voilà. Je résume un tout petit peu. Formidable série que vous avez co-signée en réalisation avec Claire Chassagneux. Oui. Voilà. Et on attend, mais il y en a eu plein. Mais il y a eu Grégory, bien sûr, sur Netflix. Oui. Formidable documentaire. On ne peut pas tout à fait en dire autant de la fiction sur l'affaire Grégory. J'ai dit du mal. Et les César 4, mon Dieu. Mes mauvais penchants me rattrapent. Et on attend avec beaucoup d'impatience une série documentaire fictionnalisation autour de l'affaire du grêlé. Le tueur était le flic. Vous avez gentil. Dans le titre, vous balancez déjà la fin. C'est pas très sympa, mais enfin bon, bref. Et ce sera pour France Télé. Voilà, France 2. France 2. Ouais. Et c'est avec Elie Bajman, formidable réalisateur. Voilà. Et moi, je co-réalise, mais sur la partie documentaire. Médecin Nuit, pour rappeler, Elie Bajman au cinéma. Et Les Anarchistes. Les Anarchistes, très beau film. Hélène Saillon, responsable des coproductions internationales de France TV. Depuis le temps, je devrais le savoir par cœur, mais je préfère quand même le lire. Hélène, M6, la SACD, France 2, puis France Télé, coproduction internationale, sous votre responsabilité, égide, bienveillance. On a pu voir des séries se développer comme Germinal, par exemple. Très beau succès, à la fois qualitatif et quantitatif. Le public était au rendez-vous. Il y a eu aussi La Jeune Fille et, je ne sais jamais, et La Nuit, d'après Guillaume Musso. Il y avait aussi le Tour du monde en 80 jours. Vous n'étiez pas directement... mais voilà, en tout cas... et donc, vous allez un peu aussi nous dire qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce que les chaînes, les diffuseurs, les producteurs recherchent un tout petit peu justement dans la matrice littéraire, à la fois comme inspiration, mais peut-être aussi comme valeur ajoutée dans l'ensemble des productions. Et on termine par Priscilla Bertin, qui est la productrice et qui a fondé en 2009 Silex Film, 2014 Silex Animation.
On vous doit pas mal de séries animées. On vous doit des films aussi, Le Très Beau Rose avec François Fabian qui est sorti il n'y a pas longtemps. Côté séries adaptées, on peut citer Culotté, Bénélope Bagieux, pardon. Les Aventuriers. Les Aventuriers, oui, de l'art moderne sur Arte. Et vous préparez Qui quoi, une série pour les enfants. Pour les enfants, c'est ça. Pour France Télé. D'après les ouvrages de Laurent Riveleg et Laurent Talec, c'est cela? Exactement. Génial. Alors, première chose, chose promise, chose due, l'état des lieux, est-ce qu'effectivement, il y a une appétence, il y a un intérêt de manière très générale, on rentrera un tout petit peu dans les détails derrière, est-ce qu'il y a une appétence réelle des productions, des chaînes de diffusion pour la forme littéraire, c'est-à-dire pour l'origine littéraire éventuellement d'une série? Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Est-ce que c'est important? Est-ce que passer par le prisme d'auteurs classiques dont la réputation n'est plus à faire, mais aussi d'auteurs contemporains, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, intéresse les chaînes? Il y a énormément de séries adaptées, on en voit de plus en plus, mais est-ce que c'est une somme de hasard ou est-ce que c'est une vraie volonté? Bonjour à tous déjà. Oui, c'est une vraie volonté pour, je dirais, pour deux raisons. C'est d'abord, c'est la difficulté pour un producteur, c'est de pouvoir convaincre un diffuseur sur la faisabilité de son histoire et la pertinence de l'histoire. Lorsqu'il arrive avec voir un diffuseur avec une IP, ce qu'on dit maintenant, hein, une IP et une note d'adaptation, c'est plus facile finalement pour le diffuseur de se projeter sur la série qui va aboutir ou éventuellement l'unitaire, sachant qu'on est quand même beaucoup plus sur des demandes de séries que d'unitaire. Après, ça va dépendre du format. Donc, déjà, il y a cette c'est une manière plus rapide, plus facile de pouvoir décrocher une commande. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est dans un univers où il y a une offre pléthorique, qui s'est d'autant plus élargie avec l'arrivée des plateformes et qui combattent, je dirais, avec des moyens que les diffuseurs aujourd'hui, les diffuseurs français historiques n'ont pas encore. Donc, lorsque vous arrivez avec une IP et qui est portée par un auteur connu, au niveau de la notoriété, du marketing, déjà, vous marquez un point parce que vous savez que vous allez pouvoir faire venir plus facilement le public sur cette œuvre ou sur l'auteur. Donc, voilà, dans cet univers je dirais, de bagarre, de foisonnement, oui, aujourd'hui, l'IP est un plus pour pouvoir se frayer un chemin dans le marché des commandes. Priscilla, en tant que productrice, est-ce qu'effectivement c'est ce que vous recherchez? Est-ce que voilà, il y a une curiosité, une appétence pour les œuvres littéraires? La production pour enfants est intéressante et on y reviendra avec Claude évidemment, puisque les livres sont parfois connus, donc les enfants évidemment vont avoir tout de suite un accès à la série télé. Mais ouais, vous recherchez beaucoup. En fait, nous on recherche tout le temps des bonnes histoires. Donc il y a soit des œuvres en effet originales, des auteurs qui nous sollicitent ou nous qui allons chercher des auteurs parce qu'on a des idées et voilà. Mais donc en effet, on est tout le temps à l'affût de bonnes histoires avant tout. Et c'est vrai que les logiques sont pas complètement toujours les mêmes. Donc moi, comme je produis du live et de l'animation, par exemple, s'il y a une bonne histoire, la question va se poser de est-ce que c'est du live ou de l'animation, par exemple. Si ça peut être aussi on peut être intéressé par une œuvre, une histoire, un livre, pour se dire ah ça peut être le point de départ d'une série par exemple, mais on va rajouter des personnages, ça va pas être un argument de vente le livre, mais en tout cas ça peut être une bonne base. Ou alors en effet ça a été un gros succès. Et là, dans ces cas-là, il y a la notion d'IP où il y a eu déjà des lecteurs fans et ils vont avoir la curiosité de découvrir l'adaptation. Et pour les enfants, en effet, ce n'est pas tout à fait la même logique. Quand il y a eu déjà des œuvres littéraires qui ont été des gros succès en librairie, quand ensuite il y a une version animée, il y a déjà en effet une garantie d'un succès. C'est souvent ce que cherchent les diffuseurs pour les preschool. Mais pas que. Et là, en effet, quand moi j'ai adapté Culotté de Pénélope Bagieux, Culotté c'était déjà un énorme succès. Il y avait beaucoup d'attentes. Et voilà, dans ces cas-là, il y a des gens aussi qui ont découvert, qui ont en premier la série, ça leur a permis ensuite d'aller vers les livres. Ouais.
Claude, vous, en tant qu'éditeur, vous voyez, j'imagine, cet appétit se faire. Vous êtes beaucoup plus sollicité qu'il y a quelques années par les producteurs de séries. Alors, on est plutôt sur le format série aujourd'hui. On va juste un peu oublier les unitaires, mais est-ce qu'il y a une vraie curiosité? Est-ce que vous y répondez? Et comment vous y répondez? Alors, ça fait très longtemps qu'on est plutôt proactif. On discute avec à peu près 1500 producteurs dans le monde, en France, en Europe, aux États-Unis ou même en Asie. Et effectivement, vous l'avez dit, arriver avec un livre qui existe depuis 5 ans, 10 ans ou 40 ans, qui a fait la preuve de sa solidité et du fonctionnement de l'histoire, qui a un public, c'est beaucoup plus facile pour le vendre à une chaîne, c'est plus facile pour le vendre à un producteur. Et quelquefois, quand c'est des ouvrages illustrés, des bandes dessinées ou des livres jeunesse, en 3 pages, le producteur, le diffuseur peut imaginer et voit très vite, alors qu'un roman de 400 pages, c'est plus compliqué à convaincre. Mais donc, c'est un atout pour faire naître la production audiovisuelle. Et derrière, alors on n'a pas de statistiques globales sur la diffusion et l'audience des séries selon l'origine, mais sur les films, on sait que à peu près 20% des films viennent d'un livre ou d'un ouvrage préexistant. Sur les films qui font plus de 500 000 entrées en France, c'est 50% qui viennent d'un ouvrage. Donc l'avantage de la pré-notoriété, il est en amont pour faire exister la production, mais il est aussi en aval parce qu'il va attirer davantage de spectateurs. Patricia, on y reviendra bien évidemment sur la spécificité de la non-fiction et on verra peut-être justement si cet appétit est réel, si c'est un épiphénomène ou si au contraire il est en train de s'installer. On a le souvenir de Laetitia, par exemple, il n'y a pas longtemps. Oui. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des faits divers qui pourraient être traités directement. Et je citais malheureusement l'exemple de l'affaire Grégory, qui n'a pas été, malgré un casting formidable, très bien traité, j'allais dire, par la série TF1. Ouais. Passer par la case littéraire, est-ce que c'est, comme le dit Claude, c'est rassurer un peu les producteurs, c'est rassurer un peu les chaînes? Est-ce que la structure... Et puis, soyons honnêtes quand même, sur les faits divers, il y a le principe de la législation, on va se protéger peut-être un petit peu. Faut... Voilà. Mais moi, on vient me chercher parce que je fais des livres sur des affaires réelles. Donc, quand Netflix, quand Imagissime du groupe Media One prévend à Netflix une série documentaire sur le petit Grégory, moi, je suis en train de faire un feuilleton sur un site qui s'appelle Les Jours et qui, en janvier 2018, a été adapté, enfin, que j'ai publié au Seuil. Et Netflix s'appuie sur ça et les producteurs s'appuient sur la réalité. En fait, je leur apporte la vérité, tous les personnages, les accès aux protagonistes, témoins, enquêteurs, victimes, etc., que j'ai pu côtoyer pour le livre. Et donc, pour eux, c'est un atout formidable. Et ensuite, comme ils ont vu que j'avais aussi déjà co-réalisé ou été auteur de documentaires, ils m'ont demandé si je voulais la co-réaliser, bien évidemment. Hein. On ne dit pas non. Et du coup, voilà, ça a eu un grand succès. Et les producteurs, parfois les diffuseurs directement, viennent, m'appellent pour un sujet que j'ai fait en livre, comme Guy-Georges Latraque, qui avait été adapté au cinéma par Frédéric Tellier, sous le titre L'affaire SK1. Et là, en l'occurrence, le producteur de Frédéric Tellier, qui avait l'idée de faire un film sur Guy-Georges, lui a conseillé qu'on rachète les droits de mon livre parce que c'était solide pour lui, pour qu'il puisse ensuite voilà, faire son scénario. Et donc, j'ai été consultante. Mais voilà, ça rassure un peu tout le monde. Très bien. Est-ce qu'il y a des genres qui se dégagent? Alors, c'est une question qu'on peut poser chaque année parce que je pense que la réponse se renouvellerait. Mais est-ce que, Claude, peut-être, par exemple, est-ce qu'il y a plutôt, on va vers le côté rassurant du classique, du grand classique, éventuellement s'il s'inscrit dans le domaine scolaire, s'il est étudié d'une certaine manière? Est-ce qu'au contraire, les auteurs contemporains, on parlera peut-être aussi d'une autre manière dont ils sont aujourd'hui requis dans l'adaptation ou dans la série, est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent? L'animation, évidemment, le public, le jeune public. Je crois qu'effectivement, on est là aujourd'hui parce qu'il y a Netflix, il y a Amazon, il y a YouTube. Mais en réalité, ça fait 50 ans que l'ancêtre... il y a des séries qui ont existé avant, mais les séries adaptées, l'ancêtre de la série adaptée, il vient de l'édition jeunesse et la bande dessinée. Il y a 256 épisodes des Schtroumpfs qui ont plus de 50 ans. Babar, Tintin, la bande dessinée et la littérature jeunesse sont souvent des genres feuilletonnants. Donc, ils sont
particulièrement adapté à la récurrence de la série. Donc ça a toujours existé et ça s'est développé ensuite et ça s'est adapté en fonction des formats, c'est-à-dire qu'on est passé de la 2D à la 3D et qu'il y a des genres un peu différents qui sont arrivés. Et aujourd'hui, effectivement, je dirais que la grande nouveauté, c'est deux choses. Il y a des nouveaux acteurs. Netflix, Amazon, Google n'existaient pas il y a 20 ou 25 ans comme des acteurs audiovisuels. Et effectivement, la nouveauté, c'est plus la montée en puissance de la non-fiction. Et de manière assez étrange, parce que l'affaire Grégory, elle était en feuilleton sur BFM depuis très longtemps, ça existait déjà. Hein. Et donc, c'est effectivement de s'appuyer sur quelqu'un qui a fait tout le boulot, et qui n'est pas un boulot ponctuel, et de, finalement, la non-fiction a pénétré la littérature d'abord, ou le livre, et puis ensuite s'exporte en audiovisuel. Et l'autre nouveauté, c'est quand même la multiplication. En 2022, il est sorti aux États-Unis 599 nouvelles séries. Donc le danger maintenant, il est un peu dans l'espèce de cascade de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes qui arrivent. Il y a des plateformes, sûrement les plus intellectuelles, qui proposent désormais à leurs spectateurs des choix par temps disponible. Je ne vous demande pas si vous aimez les polars ou les non-fictions, je vous demande si vous avez 8h20 à ma disposition. Donc ça, voilà, c'est un peu l'inquiétude où la quantité risque un peu d'étouffer les spécificités. En effet, oui. Hélène, depuis France Télé, depuis votre fonction de productrice, de coproductrice de fiction internationale, est-ce que, oui, qu'est-ce qu'on recherche en ce moment? Je rappelle encore une fois, il y a eu Germinal, effectivement, très belle réussite, et on y reviendra à la question suivante. Du Guillaume Musso, il y a The Swarm qui va arriver très bientôt, il y a Sambre, qui est aussi une autre non-fiction qui est adaptée pour France Télé. Qu'est-ce que vous voyez, vous, arriver? Ce qu'il y a, il faut bien penser que lorsqu'un diffuseur s'intéresse à une adaptation, il pense déjà, d'abord, à l'adéquation de l'œuvre par rapport à son public. C'est-à-dire que nous, notre public à France Télévisions, c'est pas le même que celui de Netflix ou celui d'Amazon ou de Disney+, ou même celui de TF1. Donc, c'est pas forcément les mêmes œuvres qui vont nous intéresser les uns et les autres. En tant que service public, on attend, je dirais, de manière un peu évidente de nous, qu'on adapte des œuvres, on va dire, classiques, du patrimonial. Et, oui, et bien sûr, et pas que non plus. La preuve, c'est que quand on adapte La jeune fille et la nuit, c'est de l'œuvre patrimoniale dans une certaine manière, puisque l'auteur est tellement vendu que il est rentré dans le patrimoine littéraire, mais on va aussi faire Germinal. Là, on fait aussi Les Gouttes de Dieu, qui est l'adaptation d'un manga. On peut se dire, bon, adaptation d'un manga, le public du manga et le public de France Télévisions, c'est pas forcément le même. Pour ceux qui auront lu le manga et ceux qui verront l'adaptation, bon, bah, vous verrez que la série a été amenée vers notre public. Donc, il faut toujours penser, lorsqu'on prend des droits, là, je parle aux producteurs ou même éditeurs, quand des droits sont pris, à qui ils s'adressent. C'est la première chose à laquelle il faut penser. Donc nous, on va regarder si l'œuvre qui nous est proposée ou l'œuvre à laquelle on va s'intéresser est adaptée à notre public. Notre public, il est relativement âgé, hein, c'est le même pour à peu près tous les services publics européens. On essaye de l'élargir, mais il est certain qu'on ne va pas aller chercher, je sais pas, un livre sur, je sais pas, un livre d'une préado pour voilà, d'un très jeune adulte pour notre public à nous. Ça c'est oui pour la plateforme. La plateforme, c'est pas, ça c'est pas le service, c'est pas les chaînes de télé. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est d'abord et avant tout une œuvre qui soit adaptée à notre public. C'est extrêmement intéressant et je vais relancer peut-être Priscilla en tant que productrice sur cette question. Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, on cherche une bonne histoire. Bon, ça, j'allais dire, c'est normal et c'est heureux. Mais est-ce qu'il y a déjà, au moment où vous allez peut-être essayer de vendre, de lancer la production, cette idée de placer la série ou la fiction ou l'adaptation au bon moment et au bon endroit en fonction effectivement d'un public? On a vu malheureusement des échecs avec des séries formidables mais qui n'étaient peut-être pas tout à fait sur la bonne plateforme ou sur la bonne chaîne. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération? Oui, complètement. En effet, à chaque fois, on sait ce qu'on a a priori entre les mains. Et en effet,
on connaît le public de chacune des chaînes. Moi, je sais que, par exemple, j'ai jamais produit des choses que je pouvais proposer à TF1. C'est pas dans l'ADN de ma société pour l'instant. Donc oui, on connaît les publics, on connaît l'âge de la cible aussi. Et il y a des thématiques et des possibilités de casting aussi, parce que il y a aussi la typologie des protagonistes de l'histoire. Par exemple, c'est vrai qu'à l'antenne, par exemple, de France Télé, si j'ai une série avec des adolescents, je sais que ce ne sera pas spécialement pour l'antenne. Ce sera pour la plateforme de France Télé ou ce sera pour des plateformes type Netflix, Amazon, par exemple. Oui, j'ai oublié de dire, vous aviez produit Stalk oui. pour Slash TV. Et qui a été diffusé sur France 2 après. Et formidable série également. Mais quand vous cherchez, par exemple, un livre, quand vous reniflez un tout petit peu, le mot n'est pas très élégant, pardon, le marché littéraire, est-ce que, pareil, vous allez chercher un roman dont déjà le profil, l'ADN, le portrait robot pourrait correspondre à tel ou tel diffuseur? Non. Non. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment d'abord de se dire, est-ce que ça fonctionne en série? Oui, ça fonctionne en série. Et après, on va la développer. Et cette série-là, on va l'adresser à ce diffuseur par rapport à la typologie du livre. Mais en tout cas, moi, dans ma démarche de productrice, je ne fais pas ce raccourci-là juste parce que je me dis ça va être pour cette chaîne. Il faut d'abord qu'il y ait un cœur qui batte. Ben, je vous le souhaite. Est-ce que le patrimonial, on en parlait, on l'évoquait avec Germinal, et ça va nous permettre peut-être de soutenir la question suivante, mais juste avant, est-ce que le patrimonial, l'œuvre patrimoniale, dont on sait qu'effectivement va intéresser les profs de français, on a vu au cinéma des films produits en espérant que les classes entières allaient être emmenées par leurs profs de français, est-ce que le patrimonial, ça intéresse encore beaucoup les diffuseurs? À condition évidemment de faire des adaptations intelligentes, hein. Je pense à Lupin, je pense à Germinal, voilà. Aux Trois Mousquetaires. Oui, à Jules on n'a pas Verne, vu la série encore. Mais vous savez, la première série de Sherlock Holmes, elle est japonaise, elle date des années 70 ou 80, et je pense qu'il y en a eu un paquet ensuite. Mais Lupin avait été adapté par Miyazaki aussi. Sous tous les formats. Lupin, c'était un manga. Donc effectivement, le classique, l'avantage c'est que c'est une marque qui soit portée ou non par un personnage. Comte de Monte Cristo, il n'a pas fait qu'une adaptation. Donc effectivement, avoir des classiques, pour un éditeur, c'est un actif. Quand il est au programme scolaire, c'est un actif qui est auto-promu. Donc bien entendu, les classiques intéressent toujours, mais dans un monde qui change beaucoup plus vite. Hein, les enfants lisent moins qu'avant. Leurs professeurs savent plus tous compter. Donc le niveau scolaire de la France ne cesse de baisser. Donc c'est vrai que ce qui était ultra classique, regardez l'évolution de la bibliothèque rose, de la bibliothèque verte. Il y a 40 ans, le tour du monde en 80 jours, c'était l'intégrale et avec 5 images. Aujourd'hui, c'est 75 pages, écrit dans un caractère qui a doublé et avec une image toutes les 2 pages. Et bien sûr, c'est un peu raccourci. Donc, voilà, les classiques, c'est sensationnel parce que ça reste des marques et des portes d'entrée pour aller voir les producteurs ou les diffuseurs. Mais le monde change. Et aujourd'hui, les attentes, les réseaux sociaux, les instruments de communication font que de nouveaux classiques apparaissent qui, à la différence des anciens, auront probablement des durées de vie moins fortes. Je suis pour rebondir sur ce que vous dites, je suis absolument d'accord avec vous. C'est la gageure maintenant sur l'adaptation des œuvres littéraires, c'est leur modernité. En France, on est encore, je peux parler de l'exemple de Germinal, à un moment les auteurs, on a un peu modernisé le récit puisque le combat des mineurs, on l'a fait se rapprocher un peu de celui des Gilets jaunes, donc on a un peu modernisé en cela l'intrigue, et les auteurs à la fin voulaient faire ressusciter un des personnages qui normalement meurt dans la mine. Et moi, je suis intervenue en disant oh, malheureux, malheureux, si vous changez la fin de Zola, qu'est-ce qu'on va pas entendre? Bon. On a mis d'autres petits éléments de modernité. On a un des personnages, on l'a fait incarner par un comédien noir. Un autre comédien était d'origine arabe. Bon, ça a hurlé dans les chaumières. Mais ce qui se passe, c'est que si on veut
faire venir un public un peu plus jeune sur ces œuvres de patrimoine, on doit moderniser, on doit les moderniser. Sinon, on reste sur notre public âgé. On n'a pas fait, on va dire, l'intégralité de notre travail. En Angleterre, les Anglo-Saxons, ils sont beaucoup plus libérés que nous par rapport à ça, et ils n'ont pas peur. Alors, c'est une question que Xavier pose souvent. Est-ce que adapter, c'est trahir? Alors là, pour le coup, j'y pense souvent à sa question parce que finalement, elle est partout. Eux, ils n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont pas peur de changer les sexes des personnages, d'émettre des personnages noirs partout, d'inverser les intrigues. Nous, on n'y est pas encore, mais je pense que c'est quelque chose auquel il va falloir qu'on se confronte. Et je dirais là-dessus, les plateformes ont certainement plus de liberté pour le faire que nous, services publics. C'était justement la question suivante, à l'aune des combats sociétaux qui sont contemporains et, c'est très personnel, totalement indispensable en ce qui me concerne, enfin en tout cas qu'ils existent. Est-ce qu'il y a une responsabilité des autrices et des auteurs contemporains, justement? On parle de réécrire, le débat n'est absolument pas là, mais est-ce que c'est de la responsabilité des autrices et des auteurs d'apporter effectivement, justement, cette touche de contemporanéité qui va changer, qui va évoluer? Tu viens de parler de Germinal, mais il y a aussi les petits meurtres d'Agatha Christie, par exemple, grande saga produite par Sophie Réville, avec un couple de garçons au début, dont un homosexuel à une époque où ça ne se faisait pas du tout, en tout cas ça ne se disait pas. Et puis ensuite, il y a eu les années 50 avec le commissaire Laurence, qui est quand même un relais, un renégat du vieux patriarcat machiste. Puis maintenant, on a une commissaire Gréco, qui est quand même beaucoup plus autoritaire. C'est intéressant parce que cette série-là, elle a ramené Agatha Christie vers du contemporain tout en étant toujours dans le passé, entre guillemets. Germinal, les femmes ont quand même eu un rôle beaucoup plus prépondérant dans l'adaptation de Lilti. Je trouve que l'idée de Lupin qui venge son père, c'est quand même extrêmement intéressant et permet à un personnage, Omar Sy, noir de couleur, d'embrasser une figure légendaire de la littérature. On a besoin de ça. Est-ce que, Patricia, toi vous qui êtes autrice, pardon, je commence à tutoyer tout le monde, est-ce que c'est une vraie responsabilité des auteurs aussi, et peut-être un risque aussi? Je me sens pas trop concernée par la question parce que je suis pas une romancière. En fait, je suis pas. Non, mais vous prenez de la distance quand vous commencez à écrire, par exemple, sur un récit, sur les conséquences qu'il a eues sur la société, justement. Ah, mais oui, c'est sûr. Moi, un récit, une affaire réelle, je vais l'attirer dans le sens par exemple, sur le grêlé, on voit quand même que c'est 35 ans de traque. 35 ans d'échec de la brigade criminelle du Quai des Orfèvres, donc quand même la plus grande en France, la plus connue, celle de Maigret, etc., qui échoue. Mais en filigrane, c'est 35 ans d'évolution de la police technique et scientifique qui, en 86, lors du premier assassinat de petites filles, n'existait pas, où il y avait presque rien. Il y avait les empreintes digitales, il n'y avait pas l'ADN. Les policiers ne pouvaient avoir que le groupe sanguin en fait du suspect. Enfin bref, c'était tout. Donc c'est ça qui est en filigrane. C'est aussi 35 ans d'attente de victimes, de familles, qui se sont heurtées un peu à un mur quand même côté de la police, parce que la police faisait ce qu'elle pouvait, mais elle faisait mal. Enfin voilà, elle faisait ce qu'elle pouvait, il n'y arrivait pas. Et en fait, ne répondait pas toujours aux victimes. Donc les victimes, moi, je les vois. Les victimes qui soit les parents, les frères de victimes assassinées, soit des victimes qui ont été violées par ce type en 1986 quand elles avaient 8 ans. Enfin, j'ai une responsabilité vis-à-vis de toutes ces personnes, en fait. Il faut... et puis à la fin, il faut quand même être honnête. Quand on voit que le dénouement, au bout de 35 ans, il n'arrive pas par hasard totalement, mais bon, presque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la nouvelle juge d'instruction et la brigade criminelle se disent non mais en fait il y a un indice qui est là depuis le début dans le dossier, noyé sous des milliers de procès-verbaux. C'est une carte tricolore que présentait le grêlé à certaines jeunes femmes ou jeunes filles. Et cette carte, dès 87, les policiers étaient partis du principe qu'elle était fausse et que c'était un faux policier. Parce qu'ils avaient montré leur propre carte de police aux témoins et aux victimes qu'ils avaient vues et qui avaient dit non, mais c'est pas du tout une carte comme ça. Donc ils s'étaient dit bon, bah, c'est pas une carte de police, c'est un faux flic. Sauf que au bout d'un moment, en fait, il y a un petit truc dans le dossier qui fait que
Enfin, je vais pas tout vous spoiler. Mais bon, à l'arrivée, à un moment donné, très tardivement, donc en 2019-2020, la juge et les enquêteurs se disent peut-être c'est une carte de gendarmerie. Et en fait, à partir de là, ils vont chercher un gendarme de la garde républicaine à Paris, présent dans une caserne en 1987. Le listing, ça fait 2000 à peu près. Donc là, ils élaguent un peu, ils enlèvent les petits parce que le grêlé était très grand. Ils enlèvent ceux qui n'ont pas le groupe sanguin A rhésus positif, dont est doté le grêlé. Bref, ils élaguent, mais il leur reste 750 personnes. Et là, ils décident de tous les prélever. Ils sont un peu partout en France, ils sont à la retraite. Et donc, un jour, du côté de Montpellier, en fait, François Vérove est convoqué pour un prélèvement d'ADN, pour des vieilles histoires criminelles qui datent de 86-87. On lui explique. En fait, il est convoqué par la police judiciaire de Montpellier. Et il faut savoir que sur la fin de sa vie, le grêlé, qui avait été gendarme à la garde républicaine de 83 à 88 à Paris, s'était reconverti dans la police nationale. Il était brigadier, et il était brigadier notamment à Montpellier. Donc en gros, c'est un collègue qui l'appelle pour lui dire « Vieux, t'es convoqué » pour des affaires criminelles en 86-87. Et donc, il comprend qu'il va être attrapé, et donc il se tue, il se suicide, et il laisse une lettre posthume pour avouer. Donc, on a une responsabilité, enfin, ce sont des histoires sociales, on a des responsabilités vis-à-vis des gens. Il ne faut pas être complaisant non plus. Je veux dire, le fait que ce gars ait été gendarme à la garde républicaine, puis brigadier de police motard, a peut-être joué sur l'enquête, parce que comment les enquêteurs de la crime pouvaient s'imaginer un seul instant que c'est un de leurs collègues qui commettait ces horreurs. Et ça aussi, ça a joué. Donc, il faut le dire à un moment donné. Ils sont passés à côté aussi parce que c'était inentendable pour eux. Même question, Hélène, Priscilla. Est-ce qu'il y a une responsabilité quand même? Est-ce qu'il faut prendre en considération quand on adapte un classique, et ça va très vite, hein, un livre qui a 10 ans est devenu un classique, est-ce qu'il faut justement lui réinjecter un petit peu de contemporain pour être justement en regard des changements et des mutations sociétales? Oui, je pense. Après, c'est une manière en fonction de à qui on s'adresse. Par exemple, si je prends l'exemple de Culotté, il y a 30 femmes de plein d'époques différentes. C'est pas la même chose que de le lire en BD, que de les faire s'animer, de les faire parler. Et donc nous, il y a une grande réflexion pour justement savoir comment on rendait dynamique tout ça, comment on pouvait raconter des choses, parce qu'il fallait compléter le récit par rapport aux planches de Pénélope, comment on allait raconter des choses très compliquées, très rapidement et très facilement, parce que l'idée c'était que ça s'adresse à un public large, que ça démarre avec des enfants pour des enfants de 8 ans jusqu'à 99 ans. Et donc là, en effet, on va définir une manière de s'exprimer beaucoup plus contemporaine. On va donc typiquement, oui, parce que si on n'avait pas fait ça, c'était inentendable pour un public jeune. On essaie aussi de simplifier sans oublier, sans trahir des faits historiques aussi. Donc oui, ça c'est en fonction aussi du public, du rythme nécessaire. On est obligé à certains moments de trahir. Et moi, j'ai aussi, il y a autre chose, c'est quand c'est des histoires vraies. Il y a donc là, en ce moment, j'adapte, mais là, c'est pour le cinéma, une histoire vraie. Ce qui est important aussi, c'est d'arriver à être au bon endroit de la vérité, et en même temps, il faut que ça serve la rythmique du film aussi. Donc ça, c'est toujours des questions qu'on se pose en permanence, et il y a ce souci aussi de respecter les individus à la base dont il est question, en particulier quand c'est vrai. Là où je dirais, il y a... Alors, est-ce que c'est trahir ou est-ce que c'est pas trahir? Il y a quelque chose dont on doit tenir compte, c'est l'époque dans laquelle l'œuvre a été créée, et ce qui était acceptable à l'époque et ce qui ne l'était pas aujourd'hui. Regardez, là, par exemple, Autant n'emporte le vent, le bins que ça fait, parce qu'on considère que c'est un roman, c'est un roman raciste, c'est vrai, qui fait l'apologie de l'esclavage, c'est vrai. Et voilà, donc si aujourd'hui on devait adapter Autant n'emporte le vent, ou si on devait adapter Nabokov, et on aurait des vraies scènes de pédophilie, qui à l'époque gênaient personne,
bon, bah, je pense que, alors que même si l'œuvre est admirable, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on adapte des œuvres, c'est qu'est-ce qu'elles disent de leur époque, qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui à notre époque, hein, et qu'est-ce qui est plus acceptable ou complètement périmé. Ça, je pense que voilà, c'est quelque chose dont on doit être vraiment sur lequel on doit être très vigilant. On va maintenant aborder la question de la non-fiction. Claude, je vais vous redonner la parole. Vous nous disiez que ça apparaissait de plus en plus, ça remontait de plus en plus, effectivement, dans ce qui suscitait l'intérêt des maisons de production. Ça a toujours existé. Le true crime dans le monde de la littérature anglo-saxonne existe, peut-être nous un tout petit peu moins. Comment est-ce que vous pourriez expliquer justement ce phénomène, cette appétence du public pour les histoires de non-fiction? Voilà. Je crois que ça a commencé par effectivement la non-fiction. Elle s'est exportée dans la littérature. Aujourd'hui, Patricia est un bon exemple, mais Florence Aubenas en est un autre. Yvan Jablanca, qui est aussi adapté en série avec Laetitia, ça part d'un livre. C'est donc la littérature, les auteurs, les écrivains, les journalistes qui se sont d'abord intéressés à ça. En bande dessinée, Denis Robert, qui a fait un bouquin sur l'affaire Clearstream, c'est devenu l'enquête au cinéma. Et je pense que la fiction, la non-fiction, à partir du moment où elle s'illustre en livre, en bande dessinée, en roman, ou en non-fiction romancée, d'un seul coup, elle s'incarne. Ça va permettre à un producteur d'un seul coup d'avoir un résumé de cette affaire-là. Ça va permettre aux producteurs de trouver des auteurs, de trouver un diffuseur, de trouver des partenaires. Et donc c'est le fait que d'un seul coup, c'est la victoire du produit physique. Il y a un objet qui reste. Regardez la différence entre l'affaire Duhamel. Un article dans Le Monde fait un événement. Le jour où ça s'incarne dans un livre, c'est une révolution, ça change un peu la réglementation, ça condamne quelques coupables ou complices, ça met Bernard Kouchner ou Daniel Cohn-Bendit ou Lang en face des écrits qu'ils ont faits il y a 15 ans. Je pense que l'article à la télévision, un article dans le journal, la télévision n'aurait pas eu le même impact qu'un livre. Et donc on voit bien que ce livre-là, il va avoir une seconde vie. Et c'est ce qui fait que c'est parce que les journalistes, les auteurs se sont intéressés à la non-fiction qu'elle s'est incarnée et qu'elle s'exporte sur les écrans. Je me pose juste la question aussi, parce qu'il y a aussi il y a ça, mais il y a aussi de la part des plateformes type aussi souvent Netflix. Il peut y avoir un petit côté aussi un peu putassier à certains moments, d'aller très très vite, d'être le plus rapide sur quelque chose de très sensationnel, d'en faire tout de suite une série qui ne va pas toujours être bien pensée, mais parce que c'est la même logique que les BFM TV, etc. À ces moments-là, il y a un côté information rapide, on récupère du sensationnel, quoi. Mais est-ce que la véracité des faits avérés est importante, ou c'est la manière dont peut-être le fait divers, parce que c'est souvent comme des faits divers, on vient de parler de Laetitia, on a parlé de Grégory Dugrélé, est-ce que, et je vous donne la parole bien sûr Patricia tout de suite, mais je voulais savoir avec Hélène, est-ce que l'important c'est ce que ça raconte peut-être d'une société en mouvement? On l'a vu dans votre témoignage, en 30 ans déjà, beaucoup de choses changent, et pas simplement dans la technologie, des mentalités. Est-ce que ça doit raconter ça aussi d'une certaine manière pour intéresser une chaîne comme France TV Tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend de l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que quand il y a le label inspiré d'un fait réel, derrière une histoire, derrière une série, ça l'ancre effectivement dans une réalité qui peut-être fait que le téléspectateur va plus se projeter. Mais c'est quelque chose qui compte. Regardez, on le voit pas mal, hein, pas sur les séries, mais aussi sur les unitaires, qui en général relatent des faits sociétaux, mais qui sont plutôt faits sous forme d'unitaires sur la violence conjugale, ou le petit Grégory Marshall, ou qui en général ça suscite énormément d'intérêt de la part du public, parce que je pense que ça crée une empathie. Si on est sur des histoires de vécu,
quand on est sur du true crime, c'est notre côté un peu morbide, chat écrasé qui est titillé. Et pour peu que ce soit bien mis en scène, bien monté, bien écrit, bien scénarisé, bon ben voilà, ce côté toujours un peu morbide, comme dans Le Parisien. Il y a tout, moi, c'est toujours le premier truc que j'allais regarder. C'est quel est le truc du jour, quoi. C'est presque idéalement fait, même si rien ne l'est évidemment idéal, fait pour la découpe sérielle, la construction sérielle. Mais par exemple, vous, Patricia, vous avez écrit sur des faits divers. C'est terrible parce qu'il y a des choses tragiques, sordides, tous les jours, et de temps en temps, un fait divers devient une espèce de phénomène de société, reste dans la mémoire. Et c'est pas simplement parce que le coupable n'a pas été arrêté, ou au contraire, mais ça raconte quelque chose. Le petit Grégory, par exemple, ça raconte quelque chose d'une famille qui se déteste, d'un corbeau qui balance. Vous avez écrit justement sur ces faits divers qui ont incarné, qui ont dépassé même, j'allais dire, les frontières de leur simple investigation. Pour avoir travaillé très longtemps à Libération, moi je me considère comme une fait diversière. Et pour moi, c'est pas les chiens écrasés, c'est une matière noble. Parce que justement, c'est une matière profondément humaine, qui est dure à manier, qui est dure à... Et les faits divers, on les traitait. Alors, il y avait l'histoire, une histoire qui démarre. Parfois, elle continuait pas l'histoire. Elle avait pas les ressorts pour... Et puis, parfois, il y a des affaires, effectivement, qui deviennent des faits de société. Et donc, moi, ce qui compte avant tout pour moi, c'est la bonne histoire aussi. C'est l'histoire, ce sont les gens, ce sont les protagonistes. Les enquêteurs, la manière dont ils mènent l'enquête, ça me passionne. Comment ils avancent, comment ils ont avancé, comment ils pataugent, quels sont les indices, etc. Mais il faut qu'il y ait une dimension quand même humaine, sociétale. Voilà, ça se passe dans un milieu social particulier, dans un village ou une ville particulière. Il faut raconter tout ça derrière. Il y a parfois, dans l'affaire Grégory, en fait, voilà, le mobile de l'assassinat de l'enfant. Enfin, c'est la jalousie, la haine. Et le corbeau qui a mis l'enfant Grégory dans la Vologne, pieds et poings liés avec un bonnet sur la tête, il a écrit sa revendication au père de Grégory. Hein, il a dit le chef, voilà ma vengeance, le chef. Parce qu'en fait, Jean-Marie Villemain avait eu le tort à 21 ans de devenir contremaître alors que tous ses cousins, tous ses frères, tous les autres dans la vallée là-bas restaient en fait ouvriers de base dans les filatures. Le truc, il naît de là en fait. Et lui, Jean-Marie Villemain, a une jolie femme qui est couturière. Ils font construire une belle maison. Ils ont un enfant magnifique, hyper éveillé, qui s'appelle Grégory, qui a 4 ans. Quand son cousin Bernard Laroche vient enfin de réussir à être contremaître, mais à un enfant du même âge que Grégory qui, lui, est un peu handicapé. Il y a plein de choses qui jouent. Mais ça, ce sont des ressorts, enfin, dramaturgiques, puissants, mais réels. Et donc, dans sa lettre de revendication du crime, le corbeau écrit « Voilà ma vengeance, pauvre con. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, le chef. » Voilà, enfin, pauvre con, je sais pas. C'est terrible. Comment... Alors, je vais dire un truc bateau, hein, mais pour moi, la réalité, elle dépasse souvent la fiction. Souvent. Et c'est pour ça qu'on va nous demander que les producteurs, que les diffuseurs, ils veulent s'appuyer sur une vraie histoire. Parce que moi, je vais là, moi ou d'autres, ou Florence Aubenas, ou Yvan Jablaka, on va leur apporter une bonne histoire avec des personnages, enfin des protagonistes qu'on peut, tirer comme des personnages de fiction, avec une vraie trajectoire, une vraie évolution, des ressorts dramatiques puissants, du suspense, des rebondissements, voilà, les cliffhangers des fins de série. Et voilà, donc c'est une matière formidable qui est beaucoup réclamée. Juste oui, l'ancêtre, je rebondis sur ce que disait Patricia sur la réalité qui dépasse la fiction. Pendant 30 ans, on a produit Striptease. Et Striptease, c'était la réalité brute. Il y avait un peu le montage. Un peu. Mais globalement, c'était tout ce qui était montré avait été dit, raconté et présenté. Et aujourd'hui, Striptease est probablement une des séries les plus vues sur YouTube. Alors,
sauf que la plupart, beaucoup de participants ont demandé au nom du droit à l'image à ce que ne soit plus diffusé, alors qu'à l'époque, ça ne posait pas de problème. Mais Striptease, c'est, je pense, l'ancêtre de la non-fiction qui se déplace aujourd'hui, et c'est surtout le succès de Striptease marque que cet intérêt, il n'est pas nouveau. Cet intérêt pour le réel, il n'est pas nouveau et il a toujours existé. Merci France 3. Mais même quand on lit Fantomas, c'est effectivement des intrigues totalement abracadabrantesques, mais en même temps, c'est très réel. C'est un portrait sociologique de Paris et de la France de l'époque qui est passionnant, vraiment, qui est très d'alerte. Justement, moi, ça m'intéresse, cette question. Est-ce que vous allez attendre d'un auteur qui s'est emparé d'un fait divers ou d'une histoire réelle que ce travail, justement, presque romanesque, c'est-à-dire d'empreinte locale, de description sociétale, de regard sur le monde, est-ce que c'est un peu là-dessus que vous allez peut-être optimiser vos choix ? Moi, j'ai pas encore produit de série adaptée d'un fait divers, mais en revanche. Mais le long métrage. Mais en tout cas, par exemple, mais la véracité, elle est toujours nécessaire. Même quand j'ai produit Stalk, on a travaillé à chaque fois avec des. C'était une série sur le harcèlement. Sur le stalking. Le stalking, voilà. Et le hacking et la prise de possession, en tout cas, des appareils connectés des gens, et donc le fait de pouvoir pénétrer tous leurs secrets. On a travaillé avec des vrais hackers en permanence. Chaque ligne de code est juste pour pas que, justement, pour que ce soit réaliste. Tout ce qui est proposé dans la série peut se faire dans le réel. Et ça me tenait à cœur. Et là, le livre que j'adapte, c'est une histoire d'amour tragique. Ça n'a rien à voir avec un fait divers, mais la réalité. Non, c'est Love Story sur fond de surf et de skate. C'est magnifique. C'est adapté d'un roman graphique qui s'appelle In Waves, et qu'on fait en long métrage d'animation. Donc là, c'est pas, voilà, il n'est pas question de faits divers, mais c'est une histoire réelle que l'auteur, ce qui lui est arrivé, il l'a raconté en BD et nous on le raconte en film. Donc il y a une autre dimension. Mais là, ce qui était important, c'était aussi d'arriver à mettre en place des personnages qui n'existaient pas dans le réel pour servir le film. Donc c'est des allers-retours aussi. Moi, quand je prends les droits d'un livre, j'essaie en général à ce que l'auteur n'ait pas le final cut sur le texte, parce que sinon c'est très compliqué de travailler. Mais en revanche, on a à cœur qu'il soit satisfait de ce qu'on est en train de faire. Donc on l'a toujours mis dans la boucle et on lui en a parlé au fur et à mesure. Mais c'est injecter des éléments fictifs dans du réel, puisqu'au final, on va le vendre comme une histoire vraie, mais il y aura des personnages qui n'existent pas. Enfin, c'est toujours cet équilibre. Même, je pense, quand on adapte un fait divers, c'est la même chose. Il faut pouvoir, à un certain moment, romancer pour servir la dynamique du projet. Mais, Hélène, vous hochez de la... Je n'utiliserai pas le mot romancer, je dirais sérialiser. Sérialiser, parce que sérialiser, ça ne veut pas dire romancer, c'est adapter une structure d'écriture et de dramaturgie à un récit de manière à ce qu'il s'incarne en série. Mais je dirais pas le dénaturer, forcément, c'est pas ce que tu voulais dire. Hein, en fait, il y a des moments où on dénature un petit peu, mais c'est ce qu'il faut, c'est qu'au final, ça rende que les choses soient justes, mais c'est en fonction du sujet. Il peut y avoir des entorses qui vont être faites sans toute proportion gardée. Quand on parle d'un meurtre, c'est pas la même chose. Enfin, voilà, quand c'est des sentiments, quand c'est des relations humaines, il y a des choses qui peuvent bouger pour... Enfin, c'est compliqué de parler de manière théorique de ça, parce que chaque histoire est différente. Mais on parlait de trahir ou être fidèle dans une adaptation. C'est une de vos questions. Moi, en tant qu'auteur, il y a des choses, j'aime qu'on respecte l'esprit du livre, en tout cas. L'esprit du livre. Et, alors, je ne dirais pas la véracité, mais en tout cas, il ne faut pas trahir certaines choses dans un livre, par exemple, dans un film. Par exemple, dans l'affaire Grégory, il y a eu trop de gens en France qui, pendant 30 ans, ont pensé que c'était Christine Villemain la coupable. Et ça, dans la série, il y avait un ou deux moments, pourtant c'était une série documentaire, hein, mais il y avait un ou deux moments où si on mettait ça, ça laissait encore penser ça. Or, la première réunion pour cette série, sous la houlette de Gilles Marchand, qui était notre showrunner, et donc d'Élodie Pouleux-Ackerman d'Imagissime, elle avait posé la question, pourquoi on fait cette série? Et en fait, moi j'avais dit, on l'a fait pour Christine Villemain. Pour que plus jamais en France on la désigne, c'est elle la sorcière.
Et en fait, c'est ce qu'on a. Mais vous voyez, il y a des petites choses dans le film qui pouvaient à un moment donné prêter le flanc à ça. Et donc, moi, j'ai refusé, enfin, on en a discuté tous ensemble, on a enlevé un certain nombre de choses qui étaient vraiment putassières. Et en même temps, on a montré quand même les méchants, entre guillemets, comme voilà, Marie-France Bézina, qui était la femme du journaliste local d'RTL tout-puissant, qui avait décrété depuis le départ que c'était Christine Villemain la coupable. Et donc, on montre Marie-France Bézina, on lui montre, en fait, quand on la filme, les images de l'enterrement de Grégory, où Christine Villemain pousse un cri de douleur incroyable. Et en fait, il n'y a qu'une Marie-France Bézina ou un commissaire Corazzi de la PJ de Nancy qui a la même réaction par rapport à ces images. En gros, les deux là disent « c'est du cinéma ce cri ». Oh bah, moi, j'en ai vu d'autres. Hein. J'en ai vu d'autres, des mères éplorées, soi-disant, mais qui avaient assassiné leur enfant. Ça, on l'a quand même laissé parce que ça montre et ça caractérise vraiment la méchanceté de ces gens. Le spectateur, il est moi, j'ai confiance dans les spectateurs et je sais que quand moi je sens un truc, il le sentira aussi. Et s'il a entendu, et il a entendu dans le premier épisode, les cris de Christine Villemain qui s'évanouit devant la tombe, enfin le trou où on va mettre son fils, les méchants qui racontent ça, qui disent c'est du chiquet et tout, le spectateur, il va comprendre qu'ils sont vraiment dégueulasses, quoi. On a encore quelques minutes, pas énormément, je tiens à m'en excuser par avance, mais est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenantes et notre intervenant? Vous allez juste lever la main si c'est le cas. Bon, pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon, comme on dit. Moi, je vais rajouter un mot sur Adapter, c'est trahir, parce que je pense qu'Adapter, c'est trahir. Un livre, c'est un bon livre, mais derrière... Truffaut l'ayant fait bien avant voilà. nous, on a le droit d'y aller. Ce qu'on veut à tout prix, quand on cède les droits, d'abord, on associe bien sûr toujours les auteurs, mais on voudrait une bonne série, un bon film, et c'est pas le même langage. C'est un autre produit, entre guillemets, et donc, ce qu'on veut à tout prix, c'est le succès de cette nouvelle interprétation. Et donc, j'ai un message que... Chaque fois qu'on a une session importante, je l'adapte à chaque fois, mais je commence par dire adapter, c'est trahir. Et parce que nous sommes producteurs, nous ne donnons jamais le final cut à l'auteur, parce qu'on sait que produire, c'est compliqué, que rassembler 2 millions, 5 millions ou 60 millions, c'est très compliqué, et que s'il faut aller dire à quelqu'un au fin fond de la Californie qu'il y a un petit gars qui habite en Belgique et qui peut donner un final cut négatif sur un scénario et qu'il y a 40 millions de budget qui s'évanouissent, c'est pas possible. Donc la seule chose qu'on demande, et on l'écrit, c'est que, bien sûr, on fait des remarques sur l'écriture, conjointement avec l'auteur, et on exige du producteur que s'ils ne suivent pas nos remarques, qui en général sont très subtiles, qu'il nous réponde par écrit en expliquant pourquoi il fait autre chose ou qu'il ne les prend pas. Et très souvent, le simple fait de devoir écrire, ça veut dire qu'on n'a pas le caprice d'un scénariste ou d'un co-scénariste ou d'un producteur qui s'en tige d'écriture. Et donc, ça le force à réfléchir sur nos remarques. Et en général, on n'a jamais eu de problème. Mais effectivement, adapter, c'est trahir. L'auteur ne peut pas avoir le final cut, sauf s'il veut produire lui-même et apporter le financement. Et on a aujourd'hui... Et la dernière information, qu'on leur dit qu'une option, c'est sensationnel, c'est rare. Quand elle est exercée, c'est un miracle. Et si le film ou la série sort, là, c'est un double miracle. Mais si on revient par exemple à une série comme Laetitia, c'est un fait divers, avéré, connu, tragique, avec des gens qui sont encore... il y a les victimes collatérales, il y a la victime évidemment, mais il y a les victimes collatérales. Et en même temps, c'est une série qui travaille sur le flashback, qui rapproche des événements qui chronologiquement n'ont pas existé au même niveau. Donc il y a un travail romanesque déjà, travailler de façon une chronologie, la distordre, c'est une manière de la romancer, de la scénariser, tout en ayant évidemment le devoir de précaution qui est le respect de la mémoire de cette jeune fille et de toutes celles et ceux qui ont souffert de sa disparition. C'est des questions qu'on se pose. Moi, pour conclure aussi, je voudrais revenir sur l'importance du travail du scénario et l'importance de la technique, de la dramaturgie sur une adaptation. Ce sont vraiment deux
métiers différents. Et il faut, je pense, pour pouvoir bien se projeter sur une adaptation, il faut avoir une bonne connaissance de la dramaturgie. C'est pour ça que parfois certains auteurs, ce que vous disiez Claude, sont heurtés par la manière dont ça a été adapté. Oui, mais c'est obligé. Parce que sinon, il y a pas, on raconte pas, on fait pas revenir le public après chaque épisode parce qu'il y a des rebondissements. Il y a un code narratif qui est différent et il faut accepter de passer par ce biais-là. Voilà. Après, il ne faut pas raconter autre chose que ce que l'auteur aurait souhaité vouloir dire. Sinon, à quoi ça sert d'adapter le... Non, mais vous avez raison. Et moi, je suis d'accord que l'auteur ne doit pas avoir le final cut. C'est pas possible. Parce que parfois, il y a certains auteurs qui voient leur œuvre leur échapper et qui ne veulent pas qu'on la transforme. C'est obligé. C'est un autre récit. Moi, j'adore les récits. Alors, je suis une fille du papier. Hein. D'abord, j'écris. Je suis journaliste au départ. Mais j'adore le récit, le récit audiovisuel, le podcast. J'ai fait un podcast, j'ai adoré faire ça, 8 épisodes de 22 minutes. Mais voilà, il faut un peu connaître quand même le récit. On ne peut pas bâtir effectivement une série fiction à partir d'un livre comme un bouquin. Il faut le savoir, ça. Il faut que l'auteur s'efface un peu, mais je pense qu'il faut quand même respecter l'esprit du livre, l'arène, le décor dans lequel ça se passe, le milieu social, enfin voilà. Et deux, trois choses. Et après c'est d'autres manières de l'écrire. Tout à fait. Moi, ça m'est arrivé finalement de ne pas prendre les droits d'un livre si finalement l'auteur devait être complètement impliqué. J'ai dit, maintenant, on ne va pas y arriver, donc on ne le fera pas, tant pis. On sait très bien que c'est impossible. En revanche, de respecter véritablement et d'impliquer, enfin en tout cas de tenir au courant quand il s'agit d'une histoire vraie, je pense que ça, c'est très important. Alors parfois, moi on me demande d'être dans des poules d'écriture parfois. Et j'aime bien. Parce qu'elle est scénariste, ils ont, même si j'ai fait une petite formation de scénario, enfin, je ne suis pas scénariste vraiment. Et donc d'avoir des gens, scénaristes, réalisateurs, cinéastes, machin, et de travailler avec eux, ça c'est bien. Malheureusement, j'ai eu plusieurs signes m'indiquant que nous devions rendre l'antenne. Pourtant, je suis un garçon du direct, donc je devrais savoir. Donc, pardon, vous n'avez pas posé de questions, mais j'espère ne pas vous avoir spolié de ce droit-là et de ce plaisir-là. En tout cas, je vais remercier en votre nom, évidemment, Priscilla, Hélène, Patricia et Claude de nous avoir accompagnés. J'ai l'impression qu'on a une suite au prochain numéro. Il faudra revenir l'année prochaine pour continuer de justement réfléchir sur ces nouvelles formes, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. On n'a pas parlé de ça, mais qui va arriver. Donc justement, on pourra revenir sur France Télévisions. Effectivement, ces nouvelles formes littéraires, le webtoon, le dark romance, le non-fiction, qui inspirent effectivement les auteurs et de scénario et de littérature. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir été parmi nous. Et je laisse la parole à mon collègue et ami Laurent Cotillon pour la table suivante. Il n'est pas là, mais il va arriver. Merci d'être venu, en tout cas.